Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux abonnés et EES, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de femmes de plus en plus qui s'abonnent à la tribune. L'économie, ça intéresse tout le monde, n'est-ce pas? Je dis ça à Sophie Ibora, que je vois, qui s'occupe de Women for Future. Alors avec toute l'équipe de la tribune, on vous a fabriqué un programme extraordinaire. Et Tatiana de Franqueville, et Fabrice Glisinski, et Jean-Christophe Tortora qui nous regarde, et je salue évidemment en studio et derrière la scène, Swala et Priscilla. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui un programme extraordinaire et pour le début de cette émission spéciale La Tribune des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, je reçois Bertrand Dumazy, le patron du groupe Edenred. Bonjour Bertrand, vous êtes un habitué des rencontres. Oui, je crois que c'est la 6e pour moi. C'est la 6e. Au moins, ça doit être là. Je dis pas parce que ça va, voilà. Mais évidemment, on est très bien. C'est presque le plus beau studio, évidemment, télé de la Terre. On est en extérieur. Mais en même temps, on va parler de sujets sérieux et graves. Et ceux qui nous écoutent, évidemment, s'intéressent à l'économie qui est en train de changer très, très vite. Alors, ce que j'ai envie de vous demander en premier lieu, c'est, on en parlait beaucoup dans la séquence d'hier, votre impression à l'aube de ces rencontres d'Aix. Il y a une inquiétude économique qui monte très fort sur une possible récession. Est-ce que vous la sentez venir? Est-ce que l'inflation, par ailleurs, et ça on va beaucoup en parler, avec les problématiques de pouvoir d'achat, n'est pas devenue le nouveau mantra pour les entreprises et comment y faire face? Oui, l'inquiétude monte. D'ailleurs, les études qui sont menées auprès des populations au travers du monde montrent qu'en gros, le premier sujet d'inquiétude est la montée de l'inflation. Edenred est présent dans 46 pays, donc on peut voir en fait cette montée de l'inflation continent par continent, pays par pays. Si j'essaye de me projeter, oui, c'est le sujet et ça va être le sujet pendant un certain nombre d'années. D'abord parce qu'il y a des facteurs structurels qui expliquent la montée de l'inflation. La décarbonation de l'économie est un facteur d'inflation. Une population vieillissante dans le monde est aussi un facteur d'inflation puisque les coûts du travail augmentent. Et ensuite, on a des facteurs conjoncturels comme le prix de l'énergie. En gros, c'est pas que la guerre en Ukraine qui explique. Non, moi je pense que. Et puis ensuite, il y a eu les relances pendant le Covid qui fait qu'il y a eu un afflux de masse monétaire et cette masse monétaire crée de l'inflation. Donc en gros, je pense qu'on est parti pour une inflation structurelle de l'ordre de 3 à 4% en moyenne et 2-3% supplémentaires qui sont dus au prix de l'énergie. Vous n'êtes pas très confiant dans la capacité des banques centrales de reprendre la main parce que hier on recevait Jean-Claude Trichet qui connaît bien ces questions-là. Il disait il faut absolument que les banques centrales reviennent à ce qui est le chiffre naturel, c'est 2%, une sorte de confiance dans la stabilité. Vous avez l'impression qu'on va vivre une période d'instabilité? Alors oui, d'abord, on est déjà dans une période d'instabilité politique et géopolitique très importante. Et je pense que les banques centrales vont réussir à contenir le phénomène de l'inflation. Et s'ils arrivent à faire atterrir les économies sans trop de récession à un taux de l'ordre de 3 à 4%, on pourra leur dire merci parce qu'on sera descendu de 10,6 à 3,4. Mais comme l'économiste allemand nous l'a appris, l'inflation c'est comme le dentifrice. Une fois que c'est sorti du tube, pour faire rentrer ce dentifrice dans le tube, ça prend un peu de temps et c'est très délicat. Alors Bertrand Dumazy, on va parler un peu de vous et de votre groupe Edenred. Donc peut-être ce que vous pourriez commencer par nous dire, c'est cet impact inflationniste qui va avoir un effet sur le prix de la restauration, notamment des restaurants. Est-ce que ça, notamment pour commencer par la France, pour rester chez nous, est-ce que là le gouvernement vient de remettre à 19 € le plafond qui avait été doublé pendant le Covid? Est-ce que c'est un problème? Et est-ce que vous demandez, je crois que l'an dernier vous réclamiez, mais ça n'a toujours pas été fait, une élévation du niveau de dépenses du ticket restaurant comme une mesure de soutien au pouvoir d'achat, une mesure intelligente parce que elle était win-win, disiez-vous? Oui, elle est même win-win-win, c'est-à-dire plus les Français utilisent des titres restaurants et donc des tickets restaurants, plus en fait ils amènent de l'argent fléché vers les restaurateurs. Donc c'est du pouvoir d'achat pour les salariés, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire pour les restaurateurs, mais c'est aussi un win pour l'État, puisque en fait cet argent dépensé rapidement dans l'économie locale crée plus de valeur que le coût de la défiscalisation pour l'État. Pour vous donner des ordres de grandeur derrière ça, aujourd'hui vous avez à peu près 7 milliards d'euros par an qui sont dépensés en France via le système des titres restaurants. Si vous passez l'enveloppe totale journalière de 11 à 15 euros, c'est 3,5 milliards qui descendent dans l'économie locale. Deuxième ordre de grandeur, on sait que ça marche, c'est-à-dire que quand le plafond est passé de 19 à 38 € par mois, le panier moyen est passé de 14 à 21 €.
Troisième sujet, quand on interroge les Français, et Roland Berger l'a fait, en disant est-ce que vous êtes prêts à cofinancer plus, vous, en tant que salarié, la dépense quotidienne du repas au travail? Et on a plus de 80% des Français qui disent mais oui, bien sûr. Donc en fait, c'est bon pour les salariés et ils le veulent. C'est bon pour l'État puisque plus la masse augmente, et si on augmente de 50%, c'est 3,5 milliards, plus en fait ils gagnent de l'argent, et c'est bon pour les restaurateurs. Donc c'est pas win-win, c'est win-win-win. Donc ce win au cube, donc il y a une loi pouvoir d'achat là qui va être discutée au Parlement. Bon, il n'y a pas de majorité absolue, mais il va y avoir probablement, ça va être un peu la foire aux idées. Est-ce que vous faites votre lobbying pour essayer de pousser cette idée qui, pour l'instant, n'a toujours pas été retenue? On fait notre travail de lobbying, mais on le fait avec l'ensemble de la profession. C'est-à-dire que l'UMI et le GNI demandent en fait le passage à 15 €. Les organisations salariales, enfin de représentation de salariés, le demandent également. On le demande également. Et donc, si on arrive à avoir un front uni pour l'expliquer, ce système simple et qui fonctionne finira par être augmenté. Puis, prenons aussi l'exemple sur ce qui se passe dans les pays étrangers. Toutes les grosses économies ont augmenté le plafond. Et donc, en Allemagne, on a fait plus 15%, en Italie, plus 15%, les Roumains viennent d'annoncer plus 50%, les Turcs, plus 50%. Vous prenez les grosses locomotives des économies européennes, elles sont toutes dans une augmentation massive de la valeur faciale du titre restaurant. Vous avez le chiffrage budgétaire de cette mesure. Vous disiez en dehors de son effet retour. Ouais. Parce que Éric Coquerel, le nouveau président NUP de la Commission des Finances, maintenant il est passé de l'autre côté de la barrière. Il faut qu'il fasse attention aux dépenses. Oui. Alors je vous fais le chiffrage. En fait, le coût de la défiscalisation pour le système actuel, c'est 1,4 milliard. Vous augmentez de 50%, on passe à 2,2 milliards. Sauf que sur les 1,4 milliard dépensés, 18 mois après, c'est 800 millions de gains. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas parler de dépenses, il faut parler d'investissement pour récupérer non plus 800 millions d'euros pour l'État, mais récupérer en gros 1,2 milliard. Il faut juste attendre 18 mois. Mais des investissements sur lesquels vous avez un retour aussi massif en 18 mois, j'en connais pas beaucoup. Bon, est-ce que vous avez été voir des députés de la NUP pour essayer de pousser un amendement en ce sens ? Alors, je pense que c'est une mesure de très large consensus. Donc, on parle à tout le monde sur l'échiquier politique pour expliquer un système qui est tellement ancré dans nos mœurs que plus personne ne le comprend. Et donc, on a un effort de pédagogie à faire et d'explication. Et je suis très confiant sur notre capacité à y arriver. Alors, pour parler d'un autre sujet, donc, qu'est-ce que Edenred aujourd'hui peut faire d'autre pour le pouvoir d'achat des ménages en France? On parlait de la restauration, mais il y a les mobilités, le télétravail. Vous avez innové dans pas mal de directions qui sont apparues au cours de la crise Covid. Quel est le bilan et les projets? Alors, je vais faire très simple. Si vous prenez l'ensemble des produits qui sont proposés en France, en fait, c'est un panel qui permet de redistribuer jusqu'à 5 000 € par an et par salarié. Et ces 5 000 € vont toucher les besoins essentiels des Français. On a beaucoup parlé du ticket restaurant, on peut parler du ticket mobilité. Le coût de la mobilité du fait du surenchérissement de l'énergie a fait augmenter en fait les coûts de déplacement de l'ordre de 20%. Il y a une solution à ça, ça s'appelle le ticket mobilité, d'ailleurs créé par Madame Borne, notre Première ministre. Et Madame Borne permet aux entreprises de donner jusqu'à 600 € par an défiscalisés pour des coûts de mobilité. Ce système a déjà été adopté par des tas d'entreprises. C'en est un dans ce panier de 5 000 € d'avantages aux salariés. Quelles entreprises, justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'inégalité? Parce que c'est plutôt les plus grandes entreprises, j'imagine. Enfin, vous avez non, pas du tout. C'est-à-dire, dans la grande croissance d'Edenred, ces 6 dernières années, Edenred a été en croissance de 10 à 20% chaque année. Sur le premier trimestre de l'année 2022, on est en croissance de 18%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Edenred, par des systèmes totalement digitaux, était précisément allé s'adresser à tout le public de PME, qui est un public qui voyait ce système en disant non, mais c'est pour les grandes entreprises, c'est compliqué. La digitalisation a permis de simplifier énormément le système et on prend l'intégralité de la gestion pour la redistribution et la gestion au quotidien de ces allocations d'avantages aux salariés. Donc bref,
que vous soyez dans une petite ou une grande entreprise, soyez assuré que c'est totalement digital, soyez assuré que en fait le coût de gestion pour vous est très limité et soyez assuré que vous avez un panel avec du ticket restaurant, du ticket mobilité, on pourrait parler du ticket télétravail, on pourrait parler du cadeau d'entreprise. Vous avez jusqu'à 5 000 € par an et en gros, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Vous savez que vous avez une inflation de l'ordre de 6,5% en France. Vous savez que structurellement, c'est 3%. Augmentez vos salaires de 3,5% et faites la soudure sur le reste avec ces programmes. Alors, ça suppose quand même que l'État participe, parce qu'il y a ce volet fiscal. Si on prend l'ensemble des dispositifs, restauration, mobilité, peut-être télétravail, ça représenterait quel investissement pour l'État? Le chiffrage, évidemment. Alors, le chiffrage, il y a une inflation de dépenses utile, peut-être, ouais. Mais encore une fois, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement, puisque je vous ai pris le premier bloc sur les tickets restaurants. Oui, mais vous connaissez Bercy, Bertrand. Oui. Quand vous allez à Bercy, dès qu'une mesure marche, il la tue. Enfin, voilà. Alors, parce que là, le quoi qu'il en coûte, c'est un peu fini. C'est un peu excessif. Et il y a une dernière chose dont il faut se souvenir, c'est que le rôle de l'État, c'est de créer les conditions de température et de pression pour que les solutions se développent. On a les solutions, mais après, c'est les employeurs et les employés qui décident. C'est pas l'État qui dit tu vas donner un ticket restaurant à 15 € par jour. C'est l'État qui dit si tu veux donner jusqu'à 15 €, tu le fais. Et après, c'est la négociation entre les employeurs et les employés qui se met en place. Et c'est l'intelligence en fonction des moyens et des besoins des salariés, mais aussi de leurs employeurs qui se met en route. Donc faisons confiance à la négociation locale décentralisée. Alors un autre sujet qui peut prendre de l'actualité en ce moment, c'est les comités d'entreprise aussi, avec tout ce qui peut être une façon pour les employeurs de donner des chèques cadeaux, des choses comme ça. Donc vous êtes également dans ce secteur. On est leader du comité d'entreprise voilà. digital. Est-ce que on sent bien que dans les comités d'entreprise, ça va peut-être reprendre encore plus d'importance. On peut apporter des soutiens au pouvoir d'achat, notamment des salariés les plus modestes. On voit bien qu'il y a aussi un mécanisme de redistribution possible. On peut être assez imaginatif au travers de ce genre de solutions. Est-ce que vous avez des contacts ou des pistes, des tendances sur ce qui est en train de se passer dans ce domaine? Alors, il y a deux choses. Une entreprise en France, au-delà de 50 salariés, a un comité d'entreprise. La gestion de ce comité d'entreprise entièrement digitalisé, on est les leaders en France. On ne le fait pas qu'en France, on le fait partout dans le monde. En dessous de 50 salariés, il n'y a pas de CE. Et pourtant, le besoin de recevoir du pouvoir d'achat est aussi important dans les petites entreprises que dans les grandes. Grâce à nos solutions digitales, on est capable de proposer aux entreprises qui n'ont pas de CE un CE digital. C'est-à-dire, on le fait pour vous, il n'y a pas besoin d'élection, de CE, etc. Il y a une cagnotte qui est constituée et elle est distribuée digitalement à l'ensemble des collaborateurs et on vous propose des services digitaux pour dépenser cet argent. Donc on a des milliers de références, que ce soit dans les grandes enseignes françaises, pour dépenser cet argent. Et donc, on arrive avec des solutions digitales qui font que pour les entreprises qui n'ont pas de CE, elles se créent un CE digital. Intéressant, effectivement, dans un moment où le digital, finalement, la crise Covid, et ça serait peut-être le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, parce que vous êtes dématérialisé aujourd'hui, vous êtes totalement peut-être en train de devenir une fintech, comme on disait. Alors, je sais pas si certaines fintechs qui se cassent la figure en bourse, donc je sais pas si c'est encore une revendication, mais en tout cas, vous êtes une boîte de tech, et on a vu que, si on tire les leçons de la crise Covid, je crois que j'ai entendu hier, au cours des rencontres d'ailleurs, quelqu'un dire, c'est 7 années de plus de gains dans l'accélération de la digitalisation de la France. Est-ce que vous ressentez effectivement qu'aujourd'hui tout va se dématérialiser et que vos services dématérialisés aujourd'hui peuvent se déployer encore plus qu'avant? Alors oui, donc les services d'Edenred sont 100% digitaux. Est-ce que ça a accéléré pendant la crise Covid? Absolument. C'est-à-dire vous êtes une entreprise, vous avez un restaurant d'entreprise, vos collaborateurs ne peuvent plus venir ou viennent moins, vous faites appel à une cantine digitale, c'est un ticket restaurant totalement digital. Non seulement ça coûte moins cher, mais en plus vous avez des collaborateurs plus satisfaits. Mais c'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde. Je vais vous donner un exemple. L'État roumain nous a appelés en disant on a des centaines de milliers de personnes âgées qui sont des petits pensionnés. Du fait de la montée de l'inflation et du Covid, elles ne s'alimentent plus ou mal. Est-ce qu'on peut leur faire tomber de l'argent digital sur un compte digital sur leur téléphone et cet argent ne peut être dépensé que pour de l'alimentation? On a monté ça, la peur au ventre, en se disant c'est des gens simples et très âgés. Est-ce que vraiment l'adoption du digital peut marcher? Une statistique très simple, le premier jour du lancement du programme, l'âge moyen des utilisateurs, 83 ans, le nombre d'utilisateurs, 200 000, le taux d'adoption, 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même chez des personnes en Roumanie,
plutôt simple et très âgée, l'adoption du digital est totale et rapide. Je parlais de la digitalisation à marche forcée du monde, mais du coup, est-ce que ça vous conduit pas à devoir affronter de nouveaux concurrents? Il y a des acteurs comme Swile qui commencent à venir un peu vous mordre les mollets, comme on dit. Vous trouvez ça, j'imagine, très sain, la concurrence, Vive la bon. concurrence. Vive la concurrence, mais du coup, est-ce que, en termes de part de marché, en termes de... souvent, quand il y a des concurrents qui arrivent, c'est qu'il y a un peu de marge à se faire. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des changements aussi dans les tarifications, les prix, dans le modèle d'affaires? Ouais. Alors d'abord, on se rappelle qu'on est sur des marchés qui sont très sous-pénétrés. On parle de la France. La pénétration du titre restaurant en France, c'est 25%. Donc vous avez encore 75% de la population qui n'est pas équipée. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a beaucoup de place pour tout le monde, premièrement. Deuxièmement, nous, notre job, c'est d'innover. Donc on est une plateforme qui réunit 50 millions d'utilisateurs dans le monde, plusieurs millions en France. Si on arrive avec des services performants et complémentaires, on a parlé du portefeuille qu'Edenred est prêt à mettre sur la table, eh bien, la croissance d'Edenred va bien se passer. D'ailleurs, on est en croissance à 2 chiffres en France depuis des années et ça s'accélère. C'est une croissance organique ou il pourrait y avoir des acquisitions en France ou en Alors, Europe? sur ces 3 dernières années, ça n'a été qu'organique, on n'a rien acheté. Est-ce qu'on va procéder à des acquisitions? La réponse est oui, parce que les multiples sont de plus en plus raisonnables et vous avez des nouvelles formes qui se sont développées dans le monde. Je reviens des États-Unis où j'ai regardé de très près les plateformes de well-being, c'est-à-dire comment aider ses collaborateurs à mieux se sentir dans un monde de transformation et de transformation qui s'accélère. C'est en très forte croissance aux États-Unis. Pourquoi ne pas utiliser la plateforme Edenred comme plateforme de distribution de ces services qui ont été développés aux États-Unis? Alors, FinTech ou pas FinTech? Alors, tech, c'est sûr. On est une boîte de 12 000 personnes. Sur les 12 000, on a 4 000 ingénieurs digitaux. On doit en recruter 2 500 cette année. Et 100% de nos services sont digitaux. Et j'ai 400 millions d'investissements dans la technologie chaque année. Combien d'ingénieurs dans la tech chez vous? Pardon? Combien d'ingénieurs dans la tech? À peu près 4 000. Et vous donnez un ordre de grandeur sur un autre sujet qui est l'utilisation de la data. On a 150 data practitioners chez Edenred. La blockchain, ça vous intéresse? Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on peut avoir un rêve qui est de se dire un jour, la tribune est cliente du ticket restaurant Edenred. Plutôt que de développer un programme sur le portable ou via une carte plastique, on développe une crypto-monnaie qu'on appellera la tribune Edenred. Dans cette crypto-monnaie, on encrypte les conditions d'utilisation de cet argent, le nombre de jours, le montant, qui peut s'en servir et où, puisqu'on est le champion mondial de l'argent fléché, et faire ça avec la technologie crypto, qui est en fait une des utilisations de la technologie blockchain, peut être en fait une disruption majeure dans notre industrie. Donc elle est passionnante. Bon, on va peut-être regarder de près cette e-monnaie, la tribune. On pourrait lancer notre premier coin. Pourquoi pas avec Edenred. On le fera avec plaisir. Merci beaucoup Bertrand Dumazy d'être passé sur ce plateau en plein air et bonne rencontre économique d'Aix-en-Provence 2022. Merci Philippe. Merci.